wealth, this is according to Oxfam, of the world's 85 richest people is equal to the 3.5 billion poorest people. It's fantastic. And this is a great thing because it inspires everybody, gets the motivation to look up to the 1% and say, I want to become one of those people. I'm going to fight hard to get up to the top. This is fantastic news, and of course I applaud it. What can be wrong with this? Really? Yes, really. Is somebody living on I celebrate capitalism. $1 a day in Africa is getting up in the morning and saying, I'm going to be Bill Gates. That's the motivation everybody needs. Only thing between me and that guy is motivation. I just need to pull up my socks. I don't have socks. Look, don't tell me that you want to redistribute wealth again. That's never going to happen. Okay? You know what? You take a simple stat like this, which is neither good nor bad. It's just a fact. It's a celebratory stat. I'm very excited about it. I'm wonderful to see it happen. I tell kids every day, what's wrong with this? Up at a cocktail party. No, Amanda, what's wrong with this statement? One possible response if you work hard, you might be stinking rich one day. We're talking about people in extreme abject poverty. That's how you get 3.5 billion. No, we're not. You were just talking about really rich people. No. Okay. Let me tell you later what you should say to them. Salut à tous et bienvenue pour ce 51e numéro des infos dont on parle peu. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui après un mois de pause. Pause durant laquelle j'ai pas beaucoup pris de vacances, ni de repos d'ailleurs, je dois bien vous l'avouer. Parce que entre les calendriers, entre le site internet, entre l'organisation un petit peu de l'équipe, bon, je me suis bien défoncé. On s'est tous bien défoncé dans l'équipe. D'ailleurs, vous avez vu toutes les dernières vidéos qu'on a mis en ligne. Donc voilà, mais je suis quand même content de vous retrouver pour cette nouvelle saison des infos dont on parle peu. Alors avant de commencer, j'aimerais revenir sur deux petits points. Le premier petit point, c'est par rapport aux gens qui nous reprochent de surfer sur telle ou telle vague ou d'être anti-ci ou pro-ça. Nous, on est anti-rien, quoi, je dirais, pro-rien. Hein. On essaie de faire des reportages, on essaie de mettre des informations en ligne, on essaie de vous faire des traductions, des revues de presse, on essaie d'être le plus factuel possible. Voilà, on essaie de ne pas prendre parti, c'est très difficile parce que bon, vous avez vu par exemple qu'on n'était pas pro-Union Européenne, par exemple, c'est moins qu'on puisse dire. Mais bon voilà, on essaye d'être le plus factuel possible. Donc ne venez pas nous dire qu'on est pro ceci ou pro là, d'accord? On a tous, on pense tous des choses différentes dans l'équipe, on est 8, on pense tous des choses différentes. Donc ne venez pas nous mettre une étiquette sur l'agence Infolibre. J'espère que ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'aimerais revenir sur le chat qui a accompagné la vidéo de la main d'or, du direct à la main d'or que nous avons fait la semaine dernière. Donc on a eu la désagréable surprise de voir que cette vidéo était accompagnée de commentaires ultra racistes. Et pour tout dire, c'est des commentaires anti-juifs. Donc là, c'est insupportable. Pour nous, c'est vraiment insupportable. Nous, on se bat toute l'année contre les extrêmes, on se bat toute l'année contre toute forme de racisme, on se bat toute l'année contre l'extrême droite, l'extrême gauche, l'extrême droite sioniste, on se bat contre le racisme anti-blanc, anti-noir, anti-musulman, anti tout ce que vous voulez. Alors c'est pas pour que des gens viennent pour nous mettre des commentaires racistes. Alors je ne sais pas si c'est des trolls qui sont venus, je pense pas que ce soit que des trolls. Mais bon, va falloir immédiatement se calmer parce que sinon il y aura plus de chat. Et puis si ça continue, si on a encore des problèmes, franchement on va prendre on va même récupérer les IP des gens et puis voilà quoi, je veux dire, parce que franchement on va avoir des problèmes. Donc si on a des problèmes, ceux qui mettent les commentaires racistes auront des problèmes, je peux vous le garantir. Voilà, on va passer au sommaire de ce numéro. Donc on va parler cette semaine d'infos internationales, on va notamment parler beaucoup de la Syrie, de l'Irak, d'Israël, et puis on va revenir aussi sur Big Brother. On va parler de l'économie en revenant, en faisant un grand chapitre sur la France, entre chômage et pauvreté, il y a pas mal d'informations à vous donner. Et enfin on terminera avec la santé et l'environnement, où on va parler notamment de Fukushima. Donc voilà, pas mal d'infos à vous donner, donc attachez vos ceintures et on y va. On attaque la partie internationale et on va commencer par la Syrie. On va commencer avec Barack Obama qui a menti en août dernier ou en septembre dernier lorsqu'il a affirmé que Bachar el-Assad était à l'origine des attaques chimiques. Vous vous en souvenez, c'était le 22 août dernier. Le journaliste d'investigation Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, a publié un article démontrant que le gouvernement américain et le président Barack Obama ont menti en toute conscience quand ils ont affirmé que le gouvernement syrien avait mené une attaque au gaz sarin contre une zone tenue par des insurgés en août dernier. Barack Obama, écrit Hersh, n'a pas tout dit cet automne quand il a essayé de nous convaincre que Bachar el-Assad était responsable des attaques à l'arme chimique près de Damas le 22 août.
dans certaines circonstances, il a omis des informations importantes et dans d'autres, il a présenté des suppositions comme des faits. Plus important, il n'a pas reconnu un fait bien connu de la communauté des services de renseignement, que l'armée syrienne n'est pas la seule partie dans la guerre civile de ce pays à avoir accès aux sarins. Durant les mois qui ont précédé cette attaque, les services de renseignement américains ont produit une série de rapports classés hautement secrets qui citaient des preuves que le front Al-Nusra, un groupe de djihadistes affiliés à Al-Qaïda, maîtrisait la technique de production du sarin et était capable d'en produire en quantité. Quand les attaques ont eu lieu, Al-Nusra aurait dû être suspecté, mais le gouvernement a sélectionné avec soin les renseignements qui pouvaient justifier une frappe contre Assad. Comme le prouve Hersh en citant des sources dans les services de renseignement et dans l'armée, le gouvernement américain n'avait aucune connaissance préalable de cette attaque au sarin. À la place, il s'est servi de renseignements sur un précédent test de gaz neurotoxique syrien sans victime pour concocter un scénario et le présenter comme des informations toutes fraîches sur l'attaque du 21 août. Hersh cite l'une des sources qui compare cette falsification des renseignements à l'incident du golfe du Tonkin en 1964, durant lequel le gouvernement Johnson a inversé l'ordre des communications interceptées par la NSA pour justifier le bombardement nord-vietnamien. Peut-être encore plus condamnable que la sélection et la falsification des renseignements, il y a eu la décision d'ignorer et de dissimuler toute une série de rapports des services de renseignement du printemps et de l'été précédent qui concluaient que les rebelles, dominés par des éléments djihadistes et soutenus par les Occidentaux, avaient la capacité d'acquérir et d'utiliser du sarin. Parmi ceux-ci, il y avait des analyses de la CIA sur lesquelles la Maison-Blanche avait été briefée et qui concluaient que les troupes américaines au sol envoyées pour s'emparer des sites de stockage des armes chimiques pourraient être confrontées à des forces rebelles capables d'attaquer une force américaine avec du sarin parce qu'elles sont capables de produire ce gaz mortel. Voilà pour cet article et voilà qui démontre une fois pour toutes que l'attaque l'année dernière, en août dernier, n'était pas l'œuvre de Bachar el-Assad comme on nous l'a dit, on a voulu nous faire rentrer dans la tête à coups de marteau, mais c'était l'œuvre des rebelles. On continue, on va parler maintenant d'Israël, de Gaza, de la Cisjordanie, etc. Plusieurs événements se sont produits depuis décembre dernier jusqu'à aujourd'hui, donc je vais essayer de vous les donner. Donc ça a commencé le 24 décembre avec des attaques israéliennes sur Gaza. Le 24 décembre au matin, l'armée israélienne a bombardé la bande de Gaza, plus de 12 raids israéliens avec des bombardements intensifs partout du nord au sud de la bande de Gaza. Alors on a même diffusé une vidéo qui montrait une petite fille qui avait trouvé la mort dans ces bombardements malheureusement. Alors peut-être que ça c'est le cadeau de Noël d'Israël aux Gazaouites. On continue, ça c'était ensuite le 3 janvier 2014 donc. Les forces aériennes israéliennes ont lancé des raids contre la bande de Gaza en représailles à un tir de roquettes depuis le territoire palestinien. C'est ce qu'a rapporté le service de presse de l'armée d'Israël. En réponse à un tir de roquettes vers Israël, des avions de l'armée de l'air ont attaqué un site d'entraînement de terroristes dans le centre de la bande de Gaza, ainsi que 3 rampes de lancement dissimulées dans le nord de la région. Voilà ce qu'a dit Tsahal. Bon, alors évidemment, il y a John Kerry qui revient encore une fois pour relancer le processus de paix. Pauvre, il fait que relancer, il revient, il relance le processus de paix. D'ailleurs, il y a de l'eau dans le gaz entre Israël et les États-Unis. Je crois que c'est le ministre de la Défense israélien qui a dit à John Kerry qu'il est accusé de ne rien comprendre des problèmes israélo-palestiniens. Donc voilà. Alors on reparle donc de ce processus de paix. Alors justement, en parlant de ce processus de paix, 8 ministres israéliens proposent d'annexer la vallée du Jourdain, une zone située à l'est de la Cisjordanie, le long du fleuve Jourdain, et peuplée de 60 000 Palestiniens. La zone ainsi annexée resterait donc partie de l'État d'Israël, même en cas de paix avec les Palestiniens. L'autorité palestinienne a vivement condamné ce projet d'annexion. Je ne sais pas comment on peut faire un processus de paix en voulant annexer le territoire de celui avec qui on veut faire la paix, c'est impossible. Mais bon, ne vous inquiétez pas, entre les Américains et les États-Unis, je vous dis, tout s'est bien terminé, puisque finalement, le Congrès américain a décidé de tripler l'aide aux Israéliens. Voilà, donc ils ont voté cette année une aide de 3,4 milliards de dollars d'aide pour la défense israélienne, plus un bonus de 220 millions de dollars pour financer le système de défense antimissile Dôme de Fer. Voilà. Et puis pour terminer avec Israël, c'est une organisation des droits de l'homme israélienne qui s'appelle The Public Committee Against Torture, qui accuse le pays de torturer des prisonniers palestiniens mineurs. Alors ces accusations portent sur des faits de menaces, de mise en cage en public, wow, et d'actes de violence sexuelle. Voilà. On va passer à un autre sujet, on va passer maintenant à l'Irak. Alors l'Irak, je sais pas, je crois que la situation n'a jamais été aussi pire que ce qu'elle est maintenant.
c'est même hyper difficile de suivre tous les bombardements et tout ce qui se passe parce que ça s'enchaîne à une vitesse, à une cadence, on ne peut pas suivre. Bon, je vais essayer de vous énumérer un peu tout ce qui s'est passé, mais bon, je sais pas, peut-être que j'en ai oublié la moitié. Hein. Donc, alors là, on a bien débuté l'année 2014 en Irak, comme on l'a bien terminé d'ailleurs. Alors, 32 civils tués le vendredi 3 janvier à Ramadi et à Fallujah, dans des affrontements opposant des tribus locales à des combattants d'Al-Qaïda. Le 4 janvier, la ville de Fallujah tombe aux mains des combattants d'Al-Qaïda. Le 8 janvier, 12 soldats tués dans une attaque au nord de Bagdad. Le 18 janvier, au moins 20 morts dans 7 attentats à Bagdad. Et ensuite, encore une attaque, ça c'était apparemment le 20 janvier, 5 attentats à la voiture piégée à Bagdad, 18 morts. Bon, et pendant ce temps, vous inquiétez pas, George Bush, regardez, il nous fait des super peintures. Vous avez vu ça? Il a mis l'Irak en feu et à sang, et lui, il est tranquille chez lui, il fait des peintures de chiens. C'est beau. Bon, on va parler de l'Afghanistan maintenant. L'Afghanistan, c'est un peu le même combat. Hein. Partout où l'Occident passe, les gens trépassent, j'allais dire. Afghanistan, pas beaucoup mieux. 14 personnes ont été tuées dans un attentat suicide le 17 janvier dernier. Ça s'est passé dans un restaurant à Kaboul. Bam, 17 morts. On va parler maintenant de la Syrie et puis de la Libye, pour terminer avec cette partie du monde. Alors, en Syrie, on a maintenant affaire à une guerre interne entre les rebelles eux-mêmes. L'opposition armée en Syrie se livre à une guerre interne sous l'œil de Bachar el-Assad. Donc lui, apparemment, il est tranquille, il regarde. Les gens qui sont contre lui sont en train de s'entretuer. Les combats ont fait près de 700 morts en 9 jours. L'opposition armée ne combat plus seulement contre le régime de Bachar el-Assad. Désormais, elle livre bataille dans son propre clan. Les combats dans le nord du pays entre groupes rebelles, essentiellement islamistes, et les djihadistes de l'État islamique en Irak et du Levant ont déjà fait près de 700 morts et des centaines de disparus en 9 jours, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Alors on passe maintenant à la Libye. Alors en Libye, toujours l'incertitude politique, toujours l'incertitude sur ce qui se passe, puisque en Libye, d'ailleurs on n'entend plus parler à la télévision, hein, vous avez remarqué, ça n'existe plus, il n'y a plus de problème en Libye. Alors en Libye, le Premier ministre est sur la sellette, la Constitution, elle, n'est toujours pas prête de voir le jour, des revendications tribales et régionales sont virulentes, bref, tout ça pour montrer que, bon, voilà, partout où on est allé, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la paix, c'est sans dessus dessous, voilà. On passe maintenant à la Centrafrique. Centrafrique où les Français sont allés importer leur démocratie, eux aussi. Bah ouais, on en fait pareil que les Américains. Hein. Faut bien alimenter le complexe militaro-industriel. Hein. Donc en Centrafrique, l'Organisation internationale pour les migrations a annoncé le début de l'évacuation en urgence des ressortissants étrangers résidant en République centrafricaine. Le président et le premier ministre centrafricain Michel Djotodia et Nicolas Tengai ont annoncé le 10 janvier dernier leur démission dans un communiqué. Alors ceux-ci avaient pris le contrôle du pays en mars 2013 à la suite d'un coup d'État, les autorités françaises ayant fermé les yeux à ce moment-là. On se demande quand même qu'est-ce que la France est allée faire dans cette galère, à moins que ça ait quelque chose à voir avec les richesses du pays. Bon, je ne vais pas en dire plus. On passe maintenant à l'Ukraine et à la Russie. Alors il se passe beaucoup de choses de ce côté-là. On va démarrer avec l'Ukraine. Vous avez vu les manifestations anti-gouvernement qui deviennent de plus en plus violentes. Ça fait suite à la décision du gouvernement de ne pas rejoindre l'Union européenne, mais plutôt de donner la priorité à la Russie. Alors en Ukraine, de violents heurts ont éclaté à Kiev le 19 janvier à l'issue d'un nouveau grand rassemblement de protestation contre la politique menée par les autorités en place. Un groupe de manifestants a tenté de percer le barrage de police autour du quartier gouvernemental de la capitale ukrainienne. Les manifestations se poursuivent en ce moment même et la police a fait usage de la force, faisant plusieurs morts. Alors évidemment, les États-Unis, grands défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie, ont demandé l'arrêt des violences, bien sûr. Hein, et puis ils ont demandé à l'Union européenne de prendre des sanctions contre l'Ukraine, bien sûr. On parle de la Russie maintenant. La Russie qui attend les Jeux Olympiques de Sotchi avec impatience apparemment. Mais bon, ils attendent un peu dans la peur, puisque la Russie a été frappée par plusieurs attentats, notamment les 29 et 30 décembre dernier à Volgograd, des attentats qui ont fait 34 morts et 70 blessés. Alors Poutine qui apparemment a des raisons de croire que l'Arabie Saoudite est derrière ces attentats terroristes, il a déclaré il a qualifié l'Arabie Saoudite d'État terroriste et il a ajouté, je cite, hein, « Notre réponse sera de sorte qu'elle changera la carte du Moyen-Orient ». Waouh, ça veut dire que Poutine ne rigole pas du tout, mais alors du tout avec ces attentats et avec l'Arabie Saoudite. Hein. Alors à noter aussi la nouvelle campagne anti-russe dans la presse française. Alors là c'est complètement insupportable, là ça vient de commencer, vous inquiétez pas, vous allez entendre des
des propos anti-russes tout le long du mois de janvier-février, hein, parce que bien évidemment la Russie c'est un des pires pays, c'est une dictature, hein, vous le savez tous, tandis que nous on est libre et dans le pays des droits de l'homme, bien sûr, hein, tout ça c'est démontré. Bref, de toute façon je vais faire une vidéo je pense sur ce sujet dans peu de temps. Voilà. Un petit mot sur la Thaïlande. Alors je sais que la Thaïlande c'est loin et que ça ne nous concerne pas directement, mais bon, il faut quand même rapporter l'information. L'information, c'est que la Thaïlande est en grosse crise politique. La Thaïlande qui est en crise politique depuis 2 mois et qui promet, cette crise qui promet encore de se durcir. Selon Chuthep Toksuban, leader du mouvement d'opposition, je cite, « Nous allons bloquer tout Bangkok et nous allons bloquer vos provinces. Le but ultime est bien sûr de créer un chaos tel que le gouvernement ne puisse plus travailler. » Voilà, on va passer à un tout autre sujet maintenant, on va passer à Big Brother, comme je vous l'avais dit dans ce sommaire. Alors on va commencer d'abord avec Google, puisque Google qui est sous pression des gouvernements, de tous les gouvernements apparemment. Alors Google qui tire la sonnette d'alarme, puisque le moteur de recherche a publié un rapport de transparence pour les 6 premiers mois 2013. Ce dernier fait notamment l'inventaire des demandes effectuées par les autorités du monde entier à Google afin de supprimer des contenus et d'obtenir des renseignements sur les utilisateurs. Ces demandes peuvent venir de la police, de la justice ou être effectuées dans le cadre de la loi. À l'occasion de la publication de ce 8e rapport, Google a choisi de faire la lumière sur la hausse des demandes de suppression de contenus à caractère politique par les gouvernements. Ces derniers ont augmenté de 68% en un an. On passe maintenant au Royaume-Uni. Royaume-Uni, une information aussi assez incroyable, puisque des organisations contre l'espionnage et pour les libertés individuelles ont découvert que l'administration a recueilli plus de 800 000 empreintes digitales d'enfants dans les écoles à travers tout le pays. Plus grave, dans 31% des cas, les prélèvements d'empreintes ont été réalisés sans le consentement des parents. Et on termine sur une information à propos de la NSA. La NSA, qui pour espionner chacun d'entre nous, que nous soyons connectés ou non à Internet, aurait utilisé depuis 2008 une technologie mettant à contribution un canal caché d'ondes radio pouvant transmettre des informations via de minuscules circuits imprimés implantés sur des connecteurs USB. Voilà, donc là, ceux qui peuvent nous... Ça, c'est encore plus loin, plus profond, plus grave que toutes les théories du complot qu'on aurait pu imaginer, quoi, hein. C'est-à-dire que les connecteurs USB sur nos machines, toutes nos machines, hein, et émettent des informations, de nos informations. C'est quand même absolument incroyable. À noter que le programme de collecte des métadonnées téléphoniques aux États-Unis par l'agence de renseignement NSA est illégal selon le rapport d'une commission de contrôle indépendante américaine. Donc voilà, donc si Obama était logique avec lui-même, s'il était un petit peu, s'il voulait jouer vraiment la transparence et arrêter d'espionner le monde, tout ce qu'il devrait faire, c'est démanteler la NSA. On attaque la partie économie maintenant et on va parler d'abord de la France avec plusieurs informations à vous donner. D'abord, la France va emprunter 173 milliards d'euros sur les marchés à moyen et long terme en 2014, anticipant une remontée de ses taux d'emprunt après une année 2013 au cours de laquelle ses coûts et financements sont tombés à un plus bas historique. Donc voilà, la France s'attend à ce que ses taux montent, donc il va emprunter avant que les taux remontent. Voilà. On continue et on parle du budget français, le budget français qui dérape complètement, puisque le déficit budgétaire français, qui était prévu à l'origine à 70,6 milliards d'euros en 2013, a été revu à la hausse et finalement est de 74,9 milliards d'euros, malgré des dépenses conformes aux prévisions, mais ce sont les recettes fiscales moins importantes que prévues qui font déraper le budget. On continue donc, tout ça bien évidemment, le chômage est un gros facteur de déficit budgétaire, bien évidemment, hein, on en a tous conscience. Le 23 décembre dernier, le ministre du Travail, Michel Sapin, a estimé que le gouvernement était en train de gagner la bataille contre le chômage. Il est quand même gonflé le gars, hein. En attendant, la France compte plus de 17 800 demandeurs d'emploi en novembre. Donc c'est bien la démonstration que tout ça c'est du pipeau. On n'a pas inversé la courbe du chômage. Michel Sapin il nous a annoncé de grands trucs, mais rien n'est arrivé. Bien évidemment, hein, la logique voulait que la courbe du chômage continue à grimper. Il n'y a rien qui indique que ça va descendre. Rien, absolument rien. On continue et l'Unédic qui a dévoilé d'ailleurs ses nouvelles prévisions financières et prévoit donc 63 200 chômeurs de plus l'année prochaine. Et il constate une légère amélioration sous le front de l'emploi, mais ne voit pas la courbe du chômage s'inverser avant 2015. Voilà, ça c'est de la part de l'Unédic. Alors pour enfoncer le clou,
Voici l'information qui enterre définitivement les affirmations du gouvernement qui voit une reprise en 2014. Le crédit au secteur privé en zone euro s'est contracté en novembre à un rythme sans précédent depuis la création de la monnaie unique, renforçant la pression sur la Banque centrale européenne pour qu'elle fasse davantage afin de raviver l'économie dans la région. Donc bon, l'équation est simple, hein. Moins de crédit, moins d'investissement, moins d'investissement, moins de développement, moins de développement, moins d'emploi. Voilà, ça me paraît, c'est clair, net et précis. On parle maintenant du marché automobile, puisque même l'Allemagne est touchée pour la deuxième année consécutive. Les immatriculations des voitures neuves en Allemagne en 2013 a diminué de 4,2% à 2,95 millions, après un recul de 2,9% en 2012. Peugeot, lui, alors on parle de Peugeot bien sûr, un des fleurons de l'industrie française. L'État va reprendre une partie de Peugeot, ça je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines déjà. Alors il va falloir vendre des richesses françaises pour cela bien sûr, parce qu'on n'a pas d'argent. Et le chinois Deng Feng, lui aussi va rentrer dans le capital de Peugeot. Voilà, tout ceci, ça fait suite au mauvais coup des Américains et de General Motors qui était rentré dans le capital de Peugeot en 2012, je crois, qui a torpillé l'industrie française et puis maintenant qui veut revendre ses parts, qui en décembre dernier a annoncé qu'il voulait revendre toutes ses parts de Peugeot. Voilà. Donc bravo aux Américains et puis bravo à nous de s'être fait encore une fois entubé par les Américains, par General Motors. On a vraiment encore servi de paillasson. On continue, alors bien évidemment, la conséquence de tout ceci, la conséquence c'est la pauvreté en France qui croît de plus en plus. Donc on compte désormais 9,6 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté, soit 900 000 personnes de plus qu'en 2011. Alors notamment, qu'est-ce que font les Français qui sont touchés par la crise et par la pauvreté? Ils se mettent à jouer. Donc la Française des Jeux a fait un chiffre d'affaires record pour cette année avec 12,35 milliards d'euros. Les Français ont baissé leur mise, mais ils ont été plus nombreux à jouer en 2013 qu'en 2012. On parle maintenant de la France qui achète des armes, qui continue à acheter des armes. Alors on n'a pas de sous, hein, bien évidemment, on est dans un gros déficit budgétaire, mais on achète quand même des armes. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, en Centrafrique, il faut bien faire tourner le complexe militaro-industriel. Hein. La France achète de plus en plus d'armes Made in USA, notamment avec des drones de surveillance américains Raptor. La France a signé des contrats d'une valeur de 1,3 milliard de dollars entre 2005 et 2012, soit une augmentation de près de 50% par rapport à 2004. Et on parle encore du Rafale, le Rafale qui n'est toujours pas vendu, hein, ni à l'Inde ni au Brésil d'ailleurs. Mais l'avion Rafale français, l'État va mettre 1 milliard d'euros pour moderniser l'avion. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a officialisé le contrat passé entre l'État à Dassault Aviation d'une valeur estimée à 1 milliard d'euros pour faire évoluer l'avion de combat Rafale. Le nouveau standard permettra d'équiper le Rafale du futur missile RR européen Météor d'une portée sans équivalent dans le monde. Le missile Météor équipera également les chasseurs Eurofighter, coproduction européenne, et suédois Gripen. Il ajoutera sous l'appareil une nacelle de désignation laser de nouvelle génération développée par Thales et intégrera une version à guidage thermal laser de bombes téléguidées produite par Sagem du groupe Safran. Tout ceci devra être livré pour 2018. Donc voilà, comme je vous le disais, le complexe militaro-industriel, Thales, Sagem, Safran, tout ça, ça fait tourner la machine, mais bon, ça n'empêche pas les petites et moyennes entreprises de licencier aujourd'hui. Hein. C'est pas ça qui va faire tourner l'économie française. On continue, on va parler maintenant, on va sortir de la France, on va revenir un petit peu en Europe. On va parler de la Grèce qui est sur la bonne voie, hein, si on en croit la Troïka. Ils sont sur la bonne voie pourtant. À partir du 1er janvier, il faut maintenant débourser 25 € comme droit d'entrée dans les hôpitaux publics. Voilà. Seuls les handicapés à plus de 80% et les personnes souffrant d'une pathologie chronique n'auront pas à payer ce droit d'admission. On parle maintenant de l'or. Alors l'or, on en parle assez souvent. On dit toujours que le taux de l'or est contrôlé par les banques, qu'on maintient le prix de l'or très bas pour pouvoir mettre en avant le dollar, etc. Là, on a des documents déclassifiés qui datent des années 70, déclassifiés aux États-Unis, qui mettent en évidence l'intérêt de contrôler l'or. Alors pour l'économiste Arthur Burns, tout ça c'est dans les documents déclassifiés, d'accord, qui travaillait à la Réserve fédérale, je cite, hein, premièrement, l'or doit passer en second plan, pouvant servir de garantie de prêt en cas de crise de balance de paiement. Dans ce sens, l'or servirait seulement pour ce type de situation d'urgence, puisqu'il est dénué de tout sens économique, du point de vue de Burns, d'autres raisons pour accumuler de l'or.
Deuxièmement, il est nécessaire d'écarter l'or du champ d'action de la politique monétaire, puisque celui-ci soulève beaucoup trop de problématiques, limitant extraordinairement la marge de manœuvre des autorités monétaires. Troisièmement, comme point de départ dans les négociations du nouveau pouvoir international, il serait nécessaire d'avoir un consensus de tous les pays au sujet du devenir de l'or. Les États-Unis, avec son pouvoir d'influence, devraient défendre l'imposition des plafonds quant aux quantités d'or accumulées. En fin de compte, le jugement des États-Unis doit s'imposer face aux critères de la France et autres pays alliés. Quatrièmement, il serait dangereux que les banques centrales aient trop de pouvoir d'achat sur le marché de l'or. Ceci pourrait nuire aux objectifs de pouvoir contrôler la liquidité mondiale. Si les gouvernements se mettent à acheter de l'or, ils pourraient étendre l'offre monétaire afin de continuer d'acheter et susciter l'inflation. Tout le reste est à lire sur l'article que je vous mets en lien. Et pour terminer avec la partie économie, une dernière information, c'est la Russie qui compte exporter 200 000 fusils d'assaut Kalachnikov par an aux États-Unis. Ça a été conclu au terme d'un contrat qui a été signé à la mi-janvier lors du salon international SHOT Show 2013 à Las Vegas. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du consortium Kalachnikov à Moscou. Alors de quoi faire des bons carnages dans les différentes écoles aux États-Unis. On démarre la partie santé-environnement maintenant et on va parler du bisphénol A. Bisphénol A, je vous en parle assez régulièrement dans cette émission. Alors aujourd'hui, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, a réévalué les risques de bisphénol A, appelé BPA. L'exposition à ce produit toxique est potentiellement nocive pour plusieurs organes. Selon le rapport intermédiaire, l'exposition au bisphénol A est potentiellement nocive pour l'être humain. Elle attaque le foie, les reins et les glandes mammaires. Les effets possibles du BPA sur les systèmes reproductifs, nerveux, immunitaires, métaboliques et cardiovasculaires, ainsi que sur le développement de cancer, pourraient constituer une préoccupation potentielle pour la santé. Mais une association est pour le moment jugée improbable pour l'EFSA. Ils ne sont pour le moment que supposés chez l'homme, mais prouvés chez l'animal. Pour mémoire, en Europe, le bisphénol A est interdit depuis 2011 dans les biberons et au 1er janvier 2013, l'interdiction a été étendue à l'ensemble des conditionnements alimentaires. Ça devrait être le cas pour tous les emballages alimentaires en début 2015. On continue, on va parler de la traçabilité dans l'Union européenne. Alors l'Union européenne qui a encore une fois descendu sa culotte devant les Américains, une fois de plus. La Commission européenne a proposé d'interdire le clonage animal à but alimentaire dans l'Union européenne, mais elle a renoncé à bannir la viande ou le lait des descendants des animaux clonés pour ne pas indisposer ses partenaires commerciaux, notamment américains. C'est vrai que eux, ils peuvent nous entuber comme ils veulent avec Peugeot, hein, mais nous, non, on va pas les indisposer, d'accord? On continue et on va parler de surpoids puisqu'on apprend qu'un adulte sur 3 est en surpoids dans le monde. Selon le rapport de Overseas Development Institute, le nombre de personnes obèses ou en surpoids a quadruplé dans les pays en développement entre 1980 et 2008, passant de 250 à 904 millions de personnes. Dans les pays développés, la population en surcharge pondérale ou obèse est passée de 321 millions à 557 millions de personnes. Waouh! On parle maintenant de Fukushima. 3 informations à ce propos. D'abord, Fukushima qui est sous contrôle, hein, comme ça a été démontré avec le témoignage de Yoshitatsu Yeishi, 48 ans, qui a travaillé 6 mois à la centrale nucléaire. Alors lui, il ne peut pas croire que le travail a été bâclé de la sorte. En effet, Yoshitatsu Yeishi, qui est monté au sommet d'un réservoir de stockage à 10 mètres de haut, il a vu qu'un ruban adhésif recouvrait une ouverture d'environ 30 cm de diamètre. La bande était tout ce qui séparait l'eau radioactive à seulement 50 cm au-dessous de lui. Donc ça c'est quand même incroyable, on utilise du ruban adhésif. Waouh, super, on est en pleine, on est rassuré, non? Une deuxième information à propos de Fukushima, c'est le système de décontamination d'eau radioactive bien sûr, qui est en panne à Fukushima. Donc on apprend que les 3 systèmes pour décontaminer l'eau radioactive qui s'appellent Advanced Liquid Processing System ont tous été stoppés. TEPCO a officiellement annoncé que tous ces systèmes mettraient un long moment pour redémarrer. Troisième information, c'est bien évidemment la pollution radioactive qui a touché la côte ouest des États-Unis. Donc la côte ouest des États-Unis a été touchée des neiges du Missouri aux plages de San Francisco. Donc là, les radiations sont apparemment 2 fois supérieures à la normale. On termine cette vidéo en parlant des abeilles. Voilà un sujet qui semble anodin, mais qui est autrement plus important que, je sais pas, que de nous parler toute la journée des quenelles et des je ne sais quoi, hein.
Alors, une nouvelle inquiétante, puisque l'Europe accuse un déficit de plus de 13 millions de colonies d'abeilles qui jouent un rôle majeur dans l'alimentation humaine. Un phénomène qui s'inscrit dans un déclin marqué des populations partout dans le monde. Selon les chercheurs de l'université de Reading, auteurs de cette enquête, je cite, « Il n'y a pas assez d'abeilles pour polliniser correctement les cultures, notamment en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie. » Alors, et puis pendant ce temps-là, bien sûr, Monsanto, entre autres, font d'énormes profits, voilà, et lorgnent sur l'Amérique du Sud, comme vous le montre l'article que je vous donne en lien. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vous remercie également pour votre soutien au niveau des dons, au niveau de l'achat du calendrier 2014 de l'agence Infolibre. Il reste encore une cinquantaine de pièces à vous procurer sur le site internet de l'agence Infolibre, agenceinfolibre.fr. Vous pouvez vous procurer encore le calendrier. Je crois qu'on ne s'est pas moqué de vous. Au niveau des dessins, au niveau de la qualité du produit, je pense qu'on a bien fait les choses. On a mis le temps, mais on a bien fait les choses. Je pense que ceux qui ont acheté le calendrier peuvent en témoigner. Voilà. Avec l'argent récolté, eh bien, écoutez, on va investir dans du matériel audiovisuel. On a déjà investi en changeant de serveur. Vous avez peut-être remarqué que le site internet de l'agence Infolibre maintenant n'a plus de problème. Donc voilà, je vous remercie tous. Voilà, 50 pièces encore à écouler. Et puis voilà, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis je vais vous donner rendez-vous aussi le dimanche 26, pour la manifestation Jour de colère à Paris. Toute l'agence Infolibre, ou presque, sera là-haut en train de couvrir l'événement en direct sur le live stream. Donc rendez-vous sur le live stream de l'agence Infolibre dimanche vers 13h30, 14h environ. On va essayer de couvrir l'événement du mieux qu'on peut. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous dire à la semaine prochaine. Ciao. N'oubliez pas, le calendrier, il en reste encore 50 pièces. Ciao à tous.